On va se mettre en place. Commémoration du 106e anniversaire de l'armistice de 1918. Garde à vous! Levée des couleurs. Repos. Lecture d'un poème de Sonia Cheniti, un poème pour la paix par les enfants du CME. Un poème pour la paix. Si tu crois qu'un sourire est plus qu'une arme, si tu crois à la puissance d'une main offerte. Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise, si tu crois qu'être différent est une richesse et non pas un danger. Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, si tu sais préférer l'espérance au soupçon. Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas plutôt qu'à l'autre, si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer ton cœur. Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis. Si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, si tu sais accepter qu'un autre te rende service. Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur, si tu crois qu'on pardonne, va plus loin qu'une vengeance. Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, si tu peux écouter le malheur qui te fait perdre ton temps et lui garde le sourire. Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la renvoyer et te défendre, si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien. Si tu refuses de battre ta couple sur la poitrine des autres, si pour toi l'autre est d'abord un frère, si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force, si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu'un, si tu refuses qu'après toi ce soit le déluge. Si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans te prendre pour un héros, si tu crois que l'amour est la seule force de persuasion, si tu crois que la paix est possible, alors la paix viendra. Poème proposé par Sonia Cheniti, écrivaine tunisienne, le 12 juillet 2010, et dont les paroles illustrent si bien les concepts de graines de paix, notamment l'importance d'aller vers l'autre pour toucher son cœur et permettre la paix. Lecture d'un texte par les enfants de l'association Les Ambassadeurs Juniors de la Paix. C'est l'heure. Un lourd silence étalé sur la plaine. Des hommes dans un trou attendent, l'arme au poing. L'armistice, la fin. Ces gars y croient à peine. L'avenir et la paix leur paraissent trop loin. On ne se battrait plus. 4 longues années peuvent-elles finir en un jour, sans effort? La guerre écrase encore leur vie emprisonnée, quand le destin fait grâce et repousse la mort. Mais des clairons là-bas sonnent, c'est la retraite. Des cloches, c'est le bourg à peine délivré. Une angoisse inconnue fait se courber les têtes. Les cœurs sont trop petits pour cet instant sacré. Des larmes ont brillé sous toutes les paupières. La joie et la douleur
se tiennent par la main. Ces larmes, je le jure, ont été les premières. Écoulées du désir dont l'esprit était plein, tu te croyais un homme, et voilà que tu pleures. Lazare inconscient, tiré d'entre les morts. Cette heure soit bénie entre toutes les heures. Qui a brisé la guerre et vu frémir les morts? Sais-tu, clairon? Ce que tu sonnes, c'est la vie. C'est l'espoir réveillant la triste humanité. Frères, embrassez-vous, car la guerre est finie. Paix sur la terre à ceux de bonne volonté, avant de dépouiller la défroque des guerres. Henri Jacques, la symphonie héroïque des belles lettres, 1921. Lecture d'un texte du président national de l'UNC. Par la loi du 28 février 2012, le 11 novembre est le jour d'anniversaire de l'armistice de 1918 et de la commémoration de la victoire et de la paix. Il rend hommage à l'ensemble de ceux qui sont morts pour la France, civils ou militaires, dans des conflits anciens ou en opérations extérieures récentes. Après les commémorations de la campagne d'Indochine et de la bataille de Dien Bien Phu, l'année 2024 a vu celle du cycle mémoriel du 80e anniversaire des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de la France et de la marche au Rhin. Saluons la mémoire des résistants et des combattants, venus des quatre coins de l'Empire français, ainsi que celle des étrangers qui y ont participé, donnant leur vie pour notre pays afin qu'il soit libre. Le 11 novembre 1944, les troupes alliées et françaises étaient aux portes de la Moselle et de l'Alsace, province annexée par le Troisième Reich en 1940. N'oublions pas les souffrances de leur population et les 130 000, malgré nous, contraints de combattre sous l'uniforme ennemi. L'actualité nous rappelle que la paix et la stabilité des États sont fragiles. Des guerres majeures, hybrides, voire de hautes intensités sont possibles. Pour conserver les acquis de notre démocratie, faisons preuve de résilience, d'esprit de défense et d'unité face à l'ensemble des menaces multiformes du moment. Resserrons les rangs autour de nos armées constituées, ne l'oublions pas, de nos enfants et petits-enfants, de nos jeunes voisins et amis. Comme nos anciens par le passé et nos jeunes actuellement sous les armes, restons unis comme au front. Vive la République, vive la France. Garde à vous! Lecture du message officiel de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de M. Jean-Louis Thiriot, ministre délégué auprès du ministère des Armées et des Anciens Combattants, par M. Henri Catalifo. Merci. Oh non, mais je l'ai, ça va. C'était il y a 106 ans, en 1918. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des périsantères, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes habités des promesses de la vie qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé de chaleur et de soif dans l'air embrasé d'une journée torride.
gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, chargé, baïonnette au canon, dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labeur. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la der en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur de la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Kiefer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de Lattre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert, à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban, qui y défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914 ? Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France. Repos. Intervention de M. Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes. Chers enfants, chers jeunes du conseil municipal des enfants, les ambassadeurs juniors de la paix, les PID, merci évidemment de votre présence, nos chers porte-drapeaux, nos chers jeunes sapeurs-pompiers. Une pensée pour Fanfare de Villabé qui nous accompagne à chaque cérémonie et dont on sait, puisque certains instruments nécessitent d'être chauffés avant d'être utilisés, combien l'exercice aujourd'hui avec cette météo est particulièrement difficile. Chers toutes et tous, les derniers acteurs ont, depuis des années, disparu. Les derniers témoins se sont donc désormais tus. Seules demeurent actives leur mémoire, à nous transmise, et qu'à notre tour, nous transmettons. Demeurent aussi au cœur des églises, au centre de chaque ville et village de France, des monuments, tous différents dans leur matière, leur confection, mais avec chacun le même message. Que nous disent au quotidien ces veilleurs de pierre? Ils nous disent l'effroi des combats, l'ampleur des sacrifices consentis par le peuple de France, l'hécatombe au sein d'une population par fratries entières,
Ils portent le deuil de jeunes hommes, 1,4 million, qui ne sont pas retournés dans leur foyer. Ils sont pour certains l'unique lieu de souvenir de ce que fut leur vie, leur corps étant dissous dans la boue des champs de bataille. Souvenir, mémoire, honneur sont les trois vecteurs du mouvement animant l'hommage qu'en ce jour, nous rendons aux combattants de ce premier conflit mondial qui plongea notre pays dans 4 années interminables de combats. Ce vient d'être dit, de la frontière suisse aux plages du Nord, une diagonale du sang déchire alors le territoire de la République, inscrivant dans la géographie et dans les terroirs des blessures. Les plaines et les bois, les forêts et les rivières deviennent des repères d'offensive. La Marne, Verdun, l'Argonne, la Somme, Ypres, le chemin des Dames quittent les livres de géographie pour occuper désormais des chapitres entiers des livres d'histoire. Ces monuments nous disent comment un pays entier s'est mis au combat, comment tout s'est sacrifié à une économie de guerre, comment tous les efforts et les moyens ont été mis au service de la victoire du grand combat, de la démocratie et de la liberté, contre l'obscurantisme et le militarisme. Pourvu qu'ils tiennent, proclamait une affiche de propagande en 1916. Ils, ce ne sont pas uniquement ceux qui rentreront dans la mémoire collective sous l'appellation de poilus, tout en bleu, veillant au créneau des tranchées. Ils, ceux de l'arrière, sont ceux qui vont porter le pays et sa production à bout de bras, et au premier rang, les femmes. Mères, sœurs, filles de combattants, elles vont petit à petit investir le champ de l'économie, dans les usines et les entreprises, dans les champs et dans les fermes, dans les administrations. Elles vont tenir le front intérieur, cultivatrices, employées de banque, factrices, conductrices de tramway, munitionnettes dans les usines d'armement. Aucun secteur d'activité n'échappe à cette féminisation. Dans l'industrie, donc, mais également au front. Infirmières, ambulancières, religieuses, elles sont tout au long du conflit au plus près de la souffrance des soldats jusqu'en première ligne. Elles soignent et réparent et les corps et les cœurs et demeurent souvent les ultimes confidentes. Elles ont en commun d'être des volontaires, de participer à l'effort de la patrie, de soulager du mieux qu'elles pourront les douleurs physiques et morales des combattants. Nombre d'entre elles ne verront pas la victoire, tuées au front, mortes d'épuisement, emportées par les maladies contractées, avec comme récompense de figurer aux côtés de ceux dont elles prenaient soin sur les monuments aux morts, d'avoir sur les registres d'état civil, au regard de leur patronyme, mortes pour la France. 50 à peine pour l'ensemble du pays ont leur nom porté sur ces monuments. Retenons à la volée Marie-Louise Luneau à Gorges, Germaine Lacanal à Saint-Giron, Marcel Louvat à Tours, Louise Schuller et Louise Feuerade à Mézin, Marie Labonde à Pontarlier, Germaine Goudon de Lalande à Montmorillon, Madeleine Rath et Yvonne de Querieux également à Montmorillon, Catherine Barbaza à Grosseto-Prugnat. Sans compter les milliers d'infirmières débarquées avec les corps expéditionnaires anglais et américains qui serviront dans les hôpitaux de l'arrière. Celles qui entreront dans l'histoire. Émilienne Moreau à Luce, institutrice, militante socialiste, crée un poste médical dans sa maison, s'engagera dans la résistance en 1940 et sera faite en 1945 compagnon de la libération par le général de Gaulle. Nelly Martil, cantatrice, engagée caporal puis sergent, l'Ange de Verdun, atteinte par des éclats d'obus en première ligne en allant chercher des blessés, croix de guerre, médaillée d'une Légion d'honneur, ô combien méritée. Dans l'effort de guerre, elle compose un maillon essentiel de la victoire, que l'on rappelle leur engagement et leur sacrifice aux côtés des combattants n'est que juste hommage. Le 11 novembre 1924 était inauguré à Reims le monument aux morts aux infirmières du monde. Juliette Adam, instigatrice de l'œuvre, déclarait alors « Toutes ces nobles femmes ont donné aux combattants le secours immédiat et l'espoir d'une courte ou lente guérison.
toutes ont laissé dans le cœur de ceux qui ont survécu à l'horrible hécatombe le noble sentiment de reconnaissance. Tel est, mes chers amis, aujourd'hui encore notre sentiment. Rappelons-nous, le 2 août 1914, la France avait déclaré la guerre et procédé à la mobilisation générale, transformant le roman d'une jeunesse rieuse en drame pour 8 millions de conscrits. Il ne s'agissait ni d'un conflit colonial, ni d'une guerre de conquête, ni d'une guerre économique, pas davantage d'une guerre de succession, comme le siècle d'avant en avait tant connu. Le 2 août 1914, la République honorait ses traités et le respect de la parole engagée. Le 2 août 1914 marquait le début d'une longue agonie et les prémices d'un bouleversement dont les derniers frémissements agitent nos sociétés et sont encore perceptibles dans notre histoire au quotidien. L'Empire avait été taillé aux quatre coins de la terre afin de satisfaire aux exigences. La France et son empire pèsent alors autant que la Prusse, et la République se doit d'être à la hauteur de sa devise. S'engage alors le combat de la civilisation contre la barbarie, de la liberté contre l'oppression, de l'égalité, de la fraternité, de la démocratie contre l'obscurantisme. La voix de Jaurès n'aura d'autre écho que celui de la balle qui l'assassine. L'heure est à la revanche et à l'union sacrée, à la refonte de l'esprit national. L'enracinement des valeurs républicaines porte au nu le combat du droit et de la justice. L'heure est arrivée de montrer au monde la supériorité des idéaux nouveaux et libérateurs, nés des Lumières, face aux idéologies rétrogrades et oppressives qui prévalent alors de l'autre côté du Rhin. La France est prête, la République est prête, l'armée de la République saura être à la hauteur des enjeux qui s'offrent. Qui n'entend pas la voix des perdants n'a de l'histoire qu'une vision incomplète. Qui n'écoute pas la voix des perdants n'a de l'histoire qu'un reflet déformé. L'histoire est écrite par les vainqueurs et condamne souvent ces voix au mieux à l'oubli, parfois à la critique, quelquefois à la honte et au renoncement. L'aube du 11 novembre 1918 se lève au même temps que les interrogations qui nourriront ce temps d'après-guerre dont nous savons malheureusement qu'il évoluera au rythme des surdités en un temps malheureux d'entre-deux-guerres. Ces 50 mois qui vont au Moyen-Orient déjà, sur les terres coloniales d'Afrique, dans les Balkans, sur la terre d'Europe, mais essentiellement sur la terre de France, secouent une civilisation, tournent la page d'un monde et découvrent un siècle dont les mutations affoleront les sociétés humaines. La montée des périples était palpable. Les courses à l'armement rythmaient les saisons. Krupp allégeait ses aciers au camp de Châlons, dans le plus grand secret, et le 75 sans recul terminait ses mises au point. Je cite, « L'Europe aura donc la guerre parce qu'elle se prépare à la guerre. Une étincelle tombant à la frontière des Vosges, dans les Balkans ou sur les rivages d'Afrique du Nord, fera lever une fumée gigantesque qui donnera le signal de la mêlée. Ce jour-là, la France et l'Allemagne seront les chefs de camp et le duel de ces deux puissances sera le centre de la bataille. » Dès 1909, dans son avant-propos à l'Allemagne impériale, Ernest Lavisse entrevoyait l'issue qu'un monde perdu dans son quotidien feignait d'ignorer. En écho, lui répond le philosophe. En une minute, la tradition s'est évanouie. La volonté, l'héroïsme, l'esprit de résolution seront mis en échec par le travail mécanique de la mitrailleuse. Il va falloir avouer qu'on ne lutte pas avec du personnel contre du matériel, c'est le triomphe de la matière. Entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, cette matière va lentement et lourdement prendre le pas sur toute forme d'humanité, broyant toute parcelle de ce qui fait un homme au profit d'un mouvement irrationnel que ponctueront des noms, la Somme, Verdun, Mort-Homme, Côte 304, Champagne, Vaux. Autant de lieux où la culture de destruction et de mort prit le pas sur la vie. Autant de lieux dont la mémoire respire et transpire l'abnégation. Autant de lieux marqués par le sacrifice de générations dont les souffrances
imprègnent tant les corps et les cœurs que les témoignages rapportés. Clémenceau l'affirmera, la catastrophe de 1914 est d'origine allemande. Il n'y a qu'un menteur professionnel pour le nier. La voix de l'un de ceux qui perdront tout lui répond : nous sommes des lapins le jour de l'ouverture de la chasse. Dans un paradoxe, comme seul le destin sait les mettre en œuvre, le progrès, celui qui devait participer au bonheur de l'humanité, faciliter et simplifier la vie de chaque jour, fut de fait mis au service de la destruction de masse. L'innovation servit le retour à la barbarie. Les techniques balbutiantes dans l'aviation, l'automobile, l'armement, la chimie, la métallurgie transformèrent le champ de bataille en champ d'expérimentation, qu'en images balbutiantes un cinéma naissant a porté jusqu'à nos jours. Le lundi 11 novembre 1918, à 11h donc, venu de la clairière de Rotonde, retentirent, repris par tous les clairons sur le front, les notes simples et répétitives du cessez-le-feu. Aussi rapide que l'annonce du conflit le dimanche 2 août 1914, le vent de liesse qui s'empara des pays désormais alliés marquait la fin d'un monde, sans préjuger l'horreur de celui qui s'annonçait. La France, quant à elle, restaurée dans sa grandeur et son intégrité territoriale, bientôt bénéficiaire du dépeçage colonial opéré en Afrique, mesura, compta, analysa. Mesura une économie bouleversée, un territoire dévasté, dans son tiers où s'établissait sa richesse industrielle. Compta son 1,5 million de morts militaires et civils, ses veuves qu'il faudrait accompagner, ses orphelins privés désormais de soutien paternel. Analysa les mutations qui déjà traversaient sa société avant de la modifier radicalement. La France, pays vainqueur, portait en son sein les voix de celles et ceux qui, pourtant, au rang des victorieux, se réveillaient perdants de 50 mois d'épreuves. L'action met les ardeurs en œuvre, mais c'est la parole qui les suscite, assène Charles de Gaulle, lui-même rescapé de ce premier conflit, complétant que les exigences d'un grand peuple sont à l'échelle de ses malheurs. Chers amis, aujourd'hui, alors que nous dépassons le siècle de mémoire, alors que nous rendons hommage aux sacrifices et aux sacrifiés, que le développement des connaissances nous permet d'analyser au plus fin les prémices, le déclenchement, le déroulement et la conclusion de ce premier conflit mondial, il nous appartient de nous interroger pour savoir si, comme Ernest Lavis l'avait perçu, nous ne sommes pas installés dans une forme de confort institutionnel qui couvrirait les voies de celles et ceux que notre conscience place en situation de perdants. Déjà, en ces périodes, était repris à l'envi le slogan « Ils ne sont pas morts pour rien ». Aujourd'hui, le temps du recul nous ouvre l'espace de la réflexion et de la transmission. Transmission des valeurs de courage, d'abnégation et de sacrifice. Transmission de l'impératif du souvenir partagé. Transmission de l'obligation de mémoire accompagnée. Le temps du souvenir s'est ouvert dans les souterrains du fort de Douaumont lorsqu'une main innocente a déposé un bouquet sur un cercueil anonyme qui, pour l'éternité, portera sous l'arc de triomphe le souvenir des millions de ses camarades. Le temps de la mémoire est notre temps, notre aujourd'hui. Le dimanche 3 octobre 2010, l'Allemagne versait environ 100 millions d'euros, plus 1,5 million d'euros d'intérêts, aux détenteurs d'obligations liées aux réparations que les Alliés avaient prévu de faire payer au Reich dans le traité de Versailles de 1919. La Première Guerre, en 2010, se terminait. Dans le Lot, à la Vercantière, la statuaire est on ne peut plus simple. Une femme en deuil pleure. Sous ses pieds, en occitan, est gravé « Paure Droles », pauvre gosse, en guise d'épitaphe, en lieu et place des habituelles allégories patriotiques ou guerrières. Plus d'un siècle désormais, depuis la fin de ce premier conflit, au moment même où nous nous réunissons, sur l'étendue de la planète, au Moyen et Proche-Orient, en Afrique, en Asie, sur la terre même d'Europe. Le fracas de combats d'un autre âge, mêlé à l'inquiétude d'un nouveau conflit planétaire,
hybride, d'un nouveau genre, agite notre monde et apporte dans notre actualité un quotidien de mort, de victimes civiles et de destruction. Je nous invite collectivement à ce que nos vœux de paix s'adressent à l'ensemble de ces pauvres gosses qui subissent ces combats, que l'ensemble de nos efforts tendent à une résolution négociée de ces combats qui déshonorent tant l'espèce humaine que la civilisation de progrès et le développement, vers laquelle tous nos efforts doivent être dirigés. C'est là aussi le chemin de l'hommage que nous rendons ce jour à l'ensemble de celles et ceux qui ont participé à ce premier conflit mondial. Je vous remercie. Dépôt de gerbes. Gerbes des associations d'anciens combattants d'Évry-Courcouronnes, déposées par M. Bernard Baudet et M. Piat. Gerbe du conseil départemental déposé par Mme Sandrine Chaumont et M. Pascal Chatagnon. Gerbe de Mme Farida Amrani, députée de l'Essonne. Gerbe de M. Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes et son conseil municipal. Garde à vous!
Sonnerie aux morts. Minute de silence. La Marseillaise. Repos. Fin de la cérémonie, les autorités vont saluer les porte-drapeaux. Les participants à cette cérémonie sont conviés à partir en cortège accompagnés par l'harmonie de Villabé afin de rejoindre le foyer club.